Et si le syndrome du jumeau perdu était à l'origine de nombreux cas d'infertilité? Pourquoi est-ce que le fait d'avoir eu un jumeau ou une jumelle peut bloquer à notre insu la capacité de procréer? Voilà une problématique que je rencontre souvent en consultation et que la déprogrammation vibratoire a très souvent résolue, permettant à des couples de réaliser leur rêve d'avoir un enfant. C'est fou, mais c'est un fait et c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui dans les rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Alors pour mieux comprendre ce qu'est le syndrome du jumeau perdu et pour en mesurer les conséquences, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo numéro 9 où je l'explique en détail. Et bien sûr, avant de commencer, j'aimerais vous remercier, vous qui m'accompagnez et qui m'êtes fidèles au fil des vidéos, et bienvenue à ceux que je rencontre pour la première fois. Vous êtes prêts? C'est parti pour le numéro 10. Dans ma précédente vidéo, je vous ai expliqué ce qu'est le syndrome du jumeau perdu et j'ai exposé quelques-uns des traumatismes que peut provoquer la perte in utero d'un jumeau dont on ignore pourtant souvent l'existence. Parmi les conséquences de ces traumatismes, j'y soulignais des colères, des sentiments de rejet, des difficultés à exprimer ses sentiments et surtout l'apparition de maladies auto-immunes comme la leucémie liée au refus de vivre sans son jumeau. Il faut bien comprendre que la relation gémellaire est sans doute la relation la plus forte qui puisse exister entre deux êtres et que cette union remonte d'ailleurs souvent avant même l'incarnation, comme un pacte qui aurait été conclu entre deux énergies pour vivre ensemble une expérience terrestre. Ce lien fusionnel et parfait entre un être et son jumeau perdu est en effet scellé par une sorte de pacte inconscient que j'ai baptisé le serment d'exclusivité et dont les clauses, encore une fois inconscientes, sont très lourdes de conséquences dans la vie de celui qui reste. La première clause, la plus terrible que nous avons abordée la fois dernière, est le refus ou l'interdiction de vivre sans son jumeau. Je préfère mourir que de vivre sans mon autre moi-même. Et cela explique, comme je vous le montrais dans la dernière vidéo, les accidents graves à répétition et les maladies potentiellement mortelles que certains rencontrent régulièrement depuis leur naissance. La deuxième clause pourrait être définie comme l'interdiction d'être heureux sans son jumeau. Dans la vie, cela donne des gens qui, sans le savoir, limiteront leur capacité de réussite scolaire, qui s'empêcheront de s'accomplir professionnellement en se retrouvant dans des contextes de travail toxiques, dévalorisants. Enfin, dans leur vie sentimentale, et surtout si leurs jumeaux étaient de sexe opposé, ils attireront des partenaires avec lesquels ils ne pourront pas construire de relations fusionnelles équilibrées comme il le souhaiterait. Car, et c'est la troisième clause, le jumeau rescapé s'interdit même carrément d'aimer qui que ce soit plus que son jumeau perdu, dont, j'insiste, il ne connaît en général pas l'existence. Quelle est la conséquence directe de cette interdiction d'aimer? On a des gens qui, comme ceux que je viens de citer, n'attirent que des partenaires avec qui tout bonheur est impossible, parce qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, parce qu'ils ne sont pas disponibles, parce qu'ils sont toxiques. Certains même resteront célibataires à vie et ne fonderont ni couple ni famille. Mais par définition, qui va-t-on aimer plus que son jumeau? Eh bien, son enfant, bien sûr. Sauf que le serment d'exclusivité interdit d'aimer qui que ce soit plus que le jumeau perdu. Alors que se passe-t-il? Dans le meilleur des cas, on s'autorisera à faire des enfants, mais du sexe opposé à celui du jumeau. Si c'était un garçon, on ne fera que des filles, et si c'était une fille, on ne fera que des garçons. Et c'est comme ça qu'on voit des fratries entières composées que de garçons ou que de filles. Il est très rare que quelqu'un parvienne à redonner vie à sa jumelle en faisant une fille ou à son jumeau en faisant un garçon. J'ai déjà rencontré, mais cela reste un pourcentage infime des cas. Mais très souvent aussi, cette interdiction d'aimer plus que son jumeau va tout simplement bloquer la fertilité. Je suis donc souvent amenée à accompagner des femmes qui, en conscience, souhaitent éperdument avoir un enfant et qui mettent tout en œuvre pour y parvenir, mais qui inconsciemment sont totalement verrouillées par ce serment non dit qui leur interdit de déroger à l'amour exclusif du jumeau ou de la jumelle. On est bien. Ce qui est tout à fait incroyable est que lorsqu'on identifie un syndrome du jumeau perdu comme origine d'une infertilité et que l'on déprogramme cette interdiction d'aimer quiconque plus que son jumeau, un très grand nombre de consultantes tombent enceintes dans la foulée. Alors, je ne peux rien garantir évidemment, mais il est vrai que c'est tout à fait bluffant et c'est un fait que mon téléphone regorge de photos de ces bébés rescapés du syndrome du jumeau perdu grâce à une déprogrammation vibratoire. Maintenant, pour illustrer ce thème de l'infertilité due au syndrome du jumeau perdu, je vais vous présenter l'histoire de Célia.
Quand je rencontre Célia pour la première fois en rendez-vous visio, elle suit un parcours de procréation médicalement assistée depuis 2 ans qui a malheureusement abouti à 3 fausses couches, dont la dernière, particulièrement choquante, à 19 semaines de grossesse où elle perd un petit garçon. Elle désespère, d'autant qu'elle a clairement le sentiment d'être poursuivie par le malheur et que, depuis toujours, son chemin de vie semble semé de terribles deuils. En effet, à l'âge de 9 ans, elle perd son père adoré qui succombe à une tumeur au cerveau foudroyante. Suite à ce deuil, sans doute, elle a, très jeune, la vocation de devenir chirurgienne, mais plus qu'une très bonne élève, elle avoue être une jeune fille travailleuse, consciencieuse et volontaire. Elle tente médecine une première fois, mais échoue au concours. Elle s'inscrit en 2e année, mais quelques semaines après la rentrée, elle perd son petit ami Andrea qui meurt dans un accident de voiture. Elle s'effondre, sa vie s'effondre. Pourquoi perd-elle tous les hommes qui comptent pour elle ? L'état de choc dans lequel elle se trouve l'oblige à renoncer à ses études de médecine, mais c'est pour s'engager l'année suivante dans une voie qui lui permettra de devenir infirmière urgentiste. Comme elle le dit, elle a perdu trop de gens chers pour ne pas tout faire pour sauver les vies. Le comble, c'est que pendant ses études d'infirmière, elle réussit quand même à faire une péritonite pour laquelle elle est opérée d'urgence et qui l'immobilise pendant de longues semaines. La vie de Célia, vous l'aurez compris, est un long parcours du combattant où elle ne lâche rien, mais à quel prix ? Il lui faudra plusieurs années pour faire le deuil d'Andrea. Elle enchaînera plusieurs relations avec des hommes, disons, toxiques, jusqu'à sa rencontre et à son mariage d'ailleurs avec Vincent, un médecin urgentiste qui parvient à lui faire oublier Andrea. Mais l'enfant tant désiré n'arrive pas. Célia et Vincent finissent par se tourner vers la médecine et en même temps que son parcours de PMA, la jeune femme décide de suivre une psychothérapie. Vous imaginez bien que les chocs successifs qu'elle a vécus, les complications qui jalonnent son chemin de vie, laissent penser que sa fécondité pouvait être bloquée par la peur de perdre son mari, son bébé ou de connaître des complications pendant sa grossesse ou son accouchement. Mais si cette psychothérapie l'aide à verbaliser et à soulager des émotions encore à vif, la perte du petit garçon qu'elle porte terrasse tous ses espoirs et la plonge dans un état de profond désarroi qu'on peut facilement comprendre. Célia se sent littéralement poursuivie par une malédiction et c'est à ce moment-là qu'elle décide d'opter pour une approche moins conventionnelle. Moi. Avant de commencer le décodage vibratoire, donc émotionnel, des causes premières de cette infertilité et de cet enchaînement d'événements tragiques, je vais donc poser à Célia les questions habituelles et notamment celles qui me permettent de connaître la composition de sa fratrie et de savoir s'il y a eu des fausses couches ou des décès de jeunes enfants. Pour ce qui est de Célia, cet élément est très édifiant puisqu'elle me dit être la 4e d'une fratrie de 5 dont seul le dernier est un garçon atteint du syndrome de Down qu'on appelle aussi la trisomie 21. Par ailleurs, entre elle et son frère, sa mère a elle aussi perdu un petit garçon à 4 mois de grossesse. Enfin, lorsque je lui demande si elle possède des informations sur les conditions de sa naissance, elle me signale qu'elle est née avec le cordon ombilical autour du cou. Tous ces éléments sont autant d'indices qui corroborent la thèse à laquelle je songe depuis le début de notre rendez-vous, car Célia concentre un nombre très élevé de symptômes caractéristiques du syndrome du jumeau perdu, dont une des clauses, le serment d'exclusivité, semble opérer son œuvre tragique dans la vie de la jeune femme. Par acquis de conscience, je vérifie au pendule qui me confirme qu'en effet, la problématique de Célia apparaît à la 6e semaine in utero où il semblerait qu'elle ait perdu son jumeau. Vous vous souvenez de l'interdiction d'aimer qui que ce soit plus que son jumeau dont je vous parlais tout à l'heure? Ces conséquences peuvent aller très très loin et dans les éléments qui me mettent la puce à l'oreille, il y a d'abord la composition de la fratrie de Célia. Vous remarquerez que sa maman n'a que des filles et que lorsque des garçons se présentent, ou elle les expulse, ou celui qui réussit à naître présente un handicap. En fait, il y a en effet fort à parier que la maman de Célia souffre elle-même d'un syndrome du jumeau perdu qui l'empêche d'aimer un garçon plus que son jumeau. Et dans ce cas, le scénario que j'ai constaté maintes et maintes fois est le suivant. Si le corps accepte de donner naissance à un enfant du même sexe que le jumeau, cet enfant sera très très souvent un enfant, disons, atypique, qui sera certes source d'amour, mais aussi sujet de préoccupation, rendant moins sereine la relation qui pouvait en faire un rival du jumeau.
En tout cas, il me semble assez clair que le jumeau de Célia a été en quelque sorte éliminé in utero par le corps de sa maman qui rejetait elle-même tout rival à son propre jumeau perdu et de la même façon, il est fortement probable que le corps de Célia a rejeté son bébé garçon pour les mêmes raisons. Chez Célia, l'amplitude vibratoire de la fameuse interdiction d'aimer quiconque plus que son jumeau confirme mes hypothèses. Alors qu'elle souhaite de tout cœur devenir maman, son corps enverrouille toute capacité au nom de la fidélité absolue à l'amour du jumeau. Alors je sais que ça peut paraître irréaliste, irrationnel, mais vous n'imaginez pas le nombre de femmes et d'hommes qui rencontrent ce problème et dont la fertilité peut être débloquée grâce à la déprogrammation vibratoire du fameux serment d'exclusivité. Que ce soit dans le cadre d'un parcours de PMA ou de façon totalement naturelle, c'est un fait que le bébé ne tarde pas à arriver. Et là encore, les mystères de l'univers sont infinis. Outre les conséquences sur la fertilité, ce qui peut aussi faire froid dans le dos dans cette interdiction d'aimer plus que son jumeau est aussi la récurrence de la perte prématurée d'êtres chers du même sexe que le jumeau. Souvenez-vous que Célia perd son père très jeune, puis Andrea, son petit ami, et enfin son bébé garçon. On n'ira pas jusqu'à dire que Célia est responsable de ces terribles deuils, mais il est certain qu'il constitue autant de répliques du traumatisme originel. Tout cela est en fait lié à des phénomènes d'attraction électromagnétique sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir une autre fois. Remarquez aussi que Célia était née avec le cordon autour du cou et que comme rien n'arrive par hasard, on peut imaginer qu'elle était également porteuse d'une interdiction de vivre sans son jumeau, confirmée d'ailleurs par cette péritonique qui aurait pu dégénérer. Vous remarquez enfin que son élan vital, ses objectifs successifs, celui de devenir chirurgienne, de vivre son amour avec Andrea, puis de fonder une famille avec Vincent, sont sans cesse contrecarrés, comme s'il lui était en effet interdit de s'accomplir sans son jumeau. Nous avons donc fait la déprogrammation vibratoire de tous les éléments qui entrent en jeu dans le serment d'exclusivité et comme bien d'autres femmes que j'ai eu la chance d'accompagner, Célia est tombée enceinte très rapidement après. Elle est aujourd'hui l'heureuse maman d'un petit Théo, plein d'énergie, qui fait le bonheur de ses parents et auquel je suis, moi, heureuse d'avoir peut-être contribué à faciliter l'arrivée. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais vous dire que nous n'aurons jamais la preuve de la justesse de mes hypothèses, ni de l'impact effectif de mon travail sur la fertilité retrouvée de Célia. Coïncidence, pas coïncidence, je vais vous répéter qu'il faut évidemment garder de la distance par rapport à ce qui ne peut être prouvé par la science. Mais si j'ai choisi l'histoire de Célia, c'est qu'elle est quand même très caractéristique d'un très grand nombre d'autres chez qui j'ai retrouvé les constantes que je vous ai énoncées aujourd'hui et qui ont pu réaliser leurs rêves de maternité. Et voilà, notre 10e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre se termine. J'espère qu'il aura éveillé des réflexions sur des problématiques que vous rencontrez ou avez rencontrées sur votre chemin de vie. Je vous rappelle que vous pouvez choisir d'éclairer vos problématiques en prenant un rendez-vous en visio via mon site internet catherine-lepory-ast.com ou via la plateforme de rendez-vous créneaulibre.fr. Vous pouvez aussi me retrouver régulièrement sur TikTok et assez souvent sur Instagram et Facebook. Dans le prochain numéro, je vous parlerai de ces histoires d'amour qui transcendent les âges et se perpétuent d'incarnation en incarnation. Alors, à très vite j'espère. Bye!